Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec un décor un peu particulier, voilà on peut le dire, parce que je suis actuellement en quarantaine au Japon. Oui, bon voilà, je vais pas vous faire tout le résumé, mais en gros je suis arrivé au Japon et du coup j'ai une quarantaine à faire dans un hôtel de 3 jours. Bref, je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle, voilà, peut-être que vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente, ma cousine japonaise Yuriko a accouché d'une formidable petite fille. C'était il y a quelques mois et donc je suis devenu un... Je sais pas comment on dit ça, un membre de famille, je sais même pas si ça existe. Mais quoi qu'il en soit, Yuriko m'a parlé de beaucoup de changements qu'elle a eu dans sa vie et il y a des choses qu'elle m'a racontées qui m'ont plutôt marqué. Et donc pour cette vidéo, j'ai passé un petit moment interview avec Yuriko pour savoir son expérience de jeune maman au Japon et j'ai aussi eu le témoignage de Léa. Léa, c'est une Française qui vit au Japon et qui a récemment accouché. Elle a vu au fait que je voulais parler de ça en vidéo et donc du coup elle m'a gentiment proposé son aide. Elle m'a fourni tellement d'informations, donc merci beaucoup à Léa. Et encore une fois sur ce sujet, j'ai encore pu voir des différences culturelles entre la France et le Japon. Et donc c'est parti pour être maman au Japon. Le taux de natalité en chute libre. On est mais alors tellement sur un truc que tout le monde connaît, je vais aller extrêmement vite. Comme vous le savez sûrement, le Japon est un pays où la population est vieillissante, c'est-à-dire que les Japonais vivent vieux. Mais en plus, il n'y a pas beaucoup de naissances. En 2019, il y a eu moins de 900 000 naissances, ça continue de baisser. Pour avoir une idée, c'est le taux le plus bas depuis 1899. La population japonaise s'élève aujourd'hui à 126 millions d'habitants. En moyenne, une japonaise a son premier enfant à l'âge de 30,7 ans. Le taux de fécondité est donc parmi les plus bas du monde. En moyenne, ce taux est à 1,44 par femme au Japon en 2016. Ouh. Bon, ça d'accord. Mais la bonne question à se poser, c'est pourquoi il n'y a pas d'enfants? Déjà, 65% de la population japonaise entre 18 et 34 ans serait célibataire. Forcément, j'ai envie de dire, ça n'aide pas. Et pourquoi ils sont célibataires? Eh bien, il y a plein de choses qui expliquent ça. C'est par exemple le coût de la vie, le travail qui est trop prenant, et aussi la quasi-obligation d'être marié et de faire un mariage, donc pour avoir un enfant. Et donc fatalement, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Et les mariages aussi au Japon, eh bien ça diminue. Pour comprendre un peu la logique entre le mariage et les enfants, voici le témoignage d'une japonaise. En fait au Japon, une personne qui ne se marie pas mais qui a un enfant sera sans doute jugée par les autres et devra élever son enfant sous ce regard. On lui demandera toujours pourquoi elle l'élève seule, pourquoi elle a choisi l'union libre, ou pourquoi elle a eu cet enfant. Et tout ce genre de mauvais regard en fait de la part des autres, eh bien ça suffit pour qu'aujourd'hui quand même 67% des femmes japonaises considèrent qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants si elles ne sont pas mariées. D'ailleurs je pensais un peu naïvement que c'était que dans les mœurs, vous savez, les traditions, tout ça, mais non, ça ne s'arrête pas là. Dans le code civil, un japonais qui est né hors mariage est toujours considéré comme étant illégitime. What the fuck? Et jusqu'à 2013, ça a changé maintenant, eh bien il ne touchait que la moitié de l'héritage d'un enfant considéré comme étant légitime. La douille, la giga douille. Donc en fait quand on voit ça et quand on sait aussi qu'il y a un manque mais cruel de nombre de crèches dans les grandes villes, eh bien on peut comprendre que le gouvernement, même s'il est au courant de ce problème de natalité, il fait pas grand chose pour l'enrayer. Et puis surtout quand tu vois ce genre de graphique où tu vois que les japonais ils sont si pessimistes sur le fait d'avoir des enfants et d'élever ses enfants au Japon, c'est assez hallucinant. Bon, maintenant qu'on a vu les classiques sur la natalité et tout ça, il est temps de rentrer dans le ventre du sujet. Pour une fois j'ai le droit de dire ça. Dans cette vidéo on va suivre le déroulé d'une maman japonaise, voilà, de la grossesse jusqu'à à la maison, pour voir un peu comment ça se passe et quelles sont les différences avec la France. Oui, je vais commencer par la grossesse évidemment parce que je vais pas parler de Scrabble. La grossesse au Japon. Alors pour commencer, fait étonnant, eh bien la grossesse chez les japonaises ça dure 10 mois. What? Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des mutants. En fait, c'est juste que les médecins japonais considèrent que la grossesse commence à partir de la dernière apparition des règles. Et donc, du coup, fatalement, ça rajoute plus ou moins un mois. Et pourquoi ils font ça? Eh bien, ça viendrait du fait qu'ils ont pas trop envie de faire référence à la conception, le Scrabble, tout ça. Ah, vous savez, les japonais, ils sont plutôt pudiques là-dessus, hein. Par contre, montrer ses parties génitales dans un onsen ou dans un festival, allez, pas de soucis. Bref, au début de leur grossesse, les femmes reçoivent un manuel de santé sur la grossesse et la maternité. Ce guide explique comment va se passer le suivi prénatal et décrit les fameux cours de préparation à l'accouchement. Fait supplémentaire, quand tu t'inscris à la mairie comme quoi tu es enceinte, eh bien tu vas recevoir un petit badge. Et ce badge il te sert justement à trouver une place assise plus facilement dans le métro et à témoigner du fait que tu es bel et bien enceinte. Ça je trouve c'est une super mesure parce que généralement les salariés quand c'est les heures de pointe, ah ils sont comme ça. Mais je ne vois rien. Quoi? Il y a des personnes à qui je devrais céder ma place? Ah là là, si seulement je pouvais les voir et si seulement je ne dormais pas. Je caricature un peu mais on n'est pas loin de la vérité hein. Et comme j'ai beaucoup parlé voilà et que j'ai envie de faire une petite coupure, il est temps d'aller voir ma cousine. Je suis actuellement à Shizuoka, je suis en train d'attendre ma cousine qu'elle arrive en train. On va pouvoir lui poser toutes sortes de questions vraiment pour savoir comment ça se passe être maman au Japon. Et je vous avoue que j'ai pas les réponses en fait à tout, hein, clairement pas. Il y a des trucs que je vais découvrir, on va essayer de pas la vexer, voilà. Première chose, mais ça devrait bien se passer. Konnichiwa. Konnichiwa. 検査薬で最初検査して陽性だったから日本の病院に行って日本だとその病院に行って心拍が確認できたら住んでる場所の区役所みたいなところに行って母子手帳をもらうそれから月に1回検診に行
くって感じだったかな。で今日本はその母子手帳もらう時に商品券とかもらえるんだけど、子育てを支援してるからそういうのをもらってたって感じかな。 Bon, maintenant que t'as reçu ton manuel et ton petit badge, il est temps d'aller chez le gynécologue. Et avant toute chose, hop, 10 000 yens, ça c'est fait. Parce que je vous préviens au Japon, avoir un enfant, ça coûte cher. Donc attendez-vous à voir les dépenses flamber en un rien de temps, mais quoi qu'il en soit, le médecin vous prend en charge. Et petit fait intéressant, en France, quand une femme est enceinte, on lui déconseille de manger du poisson cru et des fruits de mer. Mais alors comment ça se passe ça au Japon? Et quand même du sushi et du poisson cru. Est-ce qu'il y a les mêmes restrictions qu'en France? Oui ou non? まあもちろんアルコールとカフェインと生もの、お刺身とか、あとそのレアのお肉とか、あとはお魚も水銀の問題があるから、大きな例えばマグロとか1週間に1切れまでとか、そういう制限があるね。あとはバランスよくお米と野菜と、あとはそのタンパク質も結構日本だと大豆とかお豆腐とか納豆とか積極的に食べましょうっていう感じかな。古くから日本にあるものの方がいいみたい。 Ça pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant ma foi. Par contre, il y a des restrictions, mais c'est plus au niveau de la température du corps. Les onsen avec de l'eau chaude c'est top, c'est conseillé, mais les eaux glacées c'est à éviter. Et dernier point qui pourrait peut-être potentiellement choquer des personnes et aussi l'algorithme, les rapports sexuels sont... Alors j'ai pas envie de dire le mot proscrit, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'ils disent... Mais il y a une explication. Parce qu'en effet, en France, excepté s'il y a des complications durant la grossesse, il n'y a absolument aucune mention de ça, c'est roue libre. Allez-y, faites ce que vous voulez. En gros, avoir un orgasme ou se faire caresser la poitrine libère de l'endorphine et ça pourrait déclencher le travail un peu plus tôt que prévu. Donc c'est pas vraiment une interdiction, mais c'est un... Faites attention et si vous pouvez éviter, évitez. Donc on continue sur les recommandations, donc on a vu l'alimentaire, la température du corps, le côté un peu sécu. Et maintenant, le poids. J'en avais déjà parlé, mais au Japon, sur le poids, ils rigolent zéro. Les médecins conseillent à leurs patientes de ne pas dépasser la prise de poids de 6 à 10 kg, contre 11 à 16 kg en moyenne en France. Trop grossir, c'est clairement mal vu, et même la sage-femme a le droit de proposer un régime pendant ta grossesse. Hey! On pourrait se dire que voilà, l'écart de poids viendrait du fait qu'il y a une différence physiologique en moyenne et donc du coup que c'est juste adapté à leur corps, mais ça se tient pas de fou en fait quand tu regardes les chiffres. Parce qu'en 2015, 9% des bébés qui sont nés cette année-là étaient en sous-poids. Et une des raisons avancées, c'est le fait que les femmes ne prennent pas assez de poids en fait durant la grossesse et se limitent trop. Personnellement, je trouve ça super grave, je me dis quand même, enfin, vaut mieux qu'ils soient en bonne santé l'enfant, non? C'est quand même le principal. Et bien les médecins quand même, ils restent en mode... on va quand même continuer le combat contre les gros. Et dans cette lutte, cette guerre contre le poids, il y a des arguments qui sortent aux femmes enceintes qui sont mais lunaires. Ah madame, vous serez trop grasse, c'est pas assez musclé pour pousser. La table de travail ne pourra pas supporter votre poids. Quoi? Ah non mais je vous ai dit, hein, lunaire, les explications lunaires. Bah ce qui fait qu'en fait un enfant en moyenne au Japon il pèse 2,8 kg contre 3,3 kg en France. En revanche s'il y a bien un bon côté à ça, c'est que les mamans japonaises eh bien elles disent que c'est plus facile pour elles de perdre du poids après l'accouchement, vu qu'elles en ont pas trop gagné en fait. Et maintenant l'avis de Yuriko. 多分どこの国もそうだと思うんだけど、日本の場合はその BMI 身長と体重、元々の身長と体重の割合数値によってこう増えていい体重っていうのが決まってて、まあ標準体型の人だとだいたい10キロ前後ぐらいまで、10キロ以下なのがいいって感じかな。で私の場合は12キロぐらいまで増えていいですよって言われてたんだけど、いい調子で増えてっちゃって、だからまあ本当は1ヶ月に1キロぐらい増えていく感じで、結構最初なんか一気に1ヶ月で2キロとか増えちゃって増えすぎですって言われて、でも最終的には11 kgぐらい増えたかな。 Bon, maintenant on reprend. Les 9 mois de grossesse, pardon, les 10 mois de grossesse sont terminés. Ça va être le moment de l'accouchement, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses à voir durant l'accouchement. Et en premier, j'ai envie d'aborder un point bien particulier, la péridurale. Alors ça, c'est un sujet bien particulier. Déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est? C'est une anesthésie régionale du bassin par une injection dans l'espace péridural. Elle est principalement utilisée pour atténuer ou supprimer les douleurs de l'accouchement et ou en faciliter le déroulement. Et autant vous dire qu'au Japon, c'est pas la norme du tout. Clairement au Japon c'est nécessaire de sentir la douleur pour enfanter. C'est comme si tu n'avais pas la douleur et la souffrance en enfantant que tu ne méritais pas d'être maman. En tout cas c'est ce que pensent beaucoup de gens, c'est le côté on va dire traditionnel, mais dans la réalité des faits c'est juste qu'il n'y a pas assez d'anesthésistes. En plus pour y avoir droit au Japon tu es censé prendre rendez-vous et donc si tu te prends rendez-vous fatalement, eh bien ça veut dire qu'on déclenche ton accouchement et c'est pas forcément quelque chose que tu souhaites. Bref vous avez compris, la péridurale au Japon c'est pas ça. Et donc du coup si on part un petit peu dans tous ces délires de tradition tout ça, il y a des établissements un petit peu loufoques on va dire qui proposent d'accoucher à l'ancienne.
Bon, ça me dit quelque chose parce qu'en France aussi, genre je crois qu'il y a ce genre de truc. C'est une vieille maison traditionnelle où l'on semble vivre comme au Moyen-Âge. Dans cette maison, des femmes, seulement des femmes, et toutes enceintes. Elles puisent de l'eau, elles débitent du bois à la hache, elles préparent un repas commun et discutent de leur accouchement tout proche désormais. Donc ça se déroule à Okazaki, c'est une petite ville de province. Et on a le docteur Yoshimura, âgé de 78 ans, qui est le grand maître de l'accouchement. On n'avait pas dit qu'il y avait que des femmes ? Le mec est assez hardcore dans ses propos, hein. Il prône un retour à l'époque Edo pour enfanter, et en fait il considère que si une femme n'est pas capable d'accoucher comme ça, eh bien ce n'est pas réellement une femme. Très bien. En vrai, même si le bonhomme il est pas mal contesté et tout, et j'imagine que l'ordre des médecins japonais il doit pas être très copain avec lui, eh bien dans la réalité des faits, il y a pas mal de gens qui se bousculent pour aller accoucher chez ce monsieur. 23 000 enfants ont vu le jour dans sa clinique, et il affirme que tous ses accouchements se sont bien passés. Il affirme. Est-ce que c'est vrai ? Pour en revenir à la médecine moderne, comme je vous l'ai dit, la péridurale c'est pas quelque chose qui est commun au Japon. En revanche, il y a une opération qui elle l'est beaucoup plus. Il s'agit de l'épisiotomie. Alors, je vais être honnête, avant de rédiger cette vidéo, je ne connaissais pas ce terme, je connaissais ce terme mais je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Et maintenant j'ai découvert et voilà. Il s'agit d'une incision de 2 à 5 cm que l'on fait en bas du vagin pour augmenter l'ouverture et faciliter le passage du bébé au moment de l'accouchement. Et au Japon, cette opération elle serait quasiment obligatoire à tel point qu'il y a même des affaires concernant des femmes qui n'étaient pas au courant, qui n'ont pas été prévenues et qui ont quand même subi une épisiotomie. Pas cool. Et forcément toutes ces opérations, tout ça, l'accouchement, ça a un coût. Et comme pour le système de santé japonais, eh bien la grossesse n'est pas une maladie, alors elle ne devrait pas être remboursée. Donc du coup, tu vas tout casquer mon pote. Le coût total. Vous l'avez compris, enfanter au Japon, c'est cher. Le rendez-vous chez le gynécologue, c'est environ 10 000 yens. Tu dois en faire une quinzaine, ce qui fait 150 000 yens déjà dès le départ. Ensuite, l'accouchement en lui-même, il coûte quelque chose comme 160 000 yens. D'ailleurs, j'ai appris un truc grâce à Léa, c'est que si tu veux te faire accoucher par le gynécologue qui t'a suivi, eh bien il prend une commission. Si bien sûr tu choisis de prendre une péridurale, hop, là c'est 150 000 yens de plus. Autre anecdote, si le papa veut assister à l'accouchement, c'est 7 000 yens de plus. Bon, c'est pas grand chose maintenant, mais je veux dire, il faut quand même payer pour assister à l'accouchement de ton propre enfant. Ensuite, après l'accouchement, il faut que tu loues une chambre à la maternité. Et on va dire que si tu prends, on va dire, une chambre individuelle, mais avec des toilettes pas communes ou une salle de bain pas commune, eh bien ce sera 20 000 yens la nuit. On va dire que tu es très rapide et que tu restes que 2 jours, du coup ça fait 40 000 yens de plus. Et bien on est au total sur 500 000 yens, soit 3 800 €. Ah, la pilule elle a du mal à passer là. Et attendez, je mets un gros panneau attention sur la simulation que je viens de faire, c'est vraiment une simulation très grossière déjà, et faite pour un accouchement en grande ville, à Tokyo. Vous vous en doutez, si on fait une simulation à la campagne en optimisant bien tout, eh bien ce sera beaucoup moins cher. 値段は病院によって違うんだけど、私のところは60万ぐらい、国から42万円ぐらいは全員一律でお金が支払われるから、それを超えてしまった分は自分で払う。今はそのコロナだから国から10万円分の商品券が配られてる。それ日本は多分あと2022年とか23年ぐらいまで多分続ける。それは政府がこうやってる。Après, faut bien se rendre compte que j'ai parlé que des dépenses de l'accouchement et un peu de la maternité. Mais le reste, les couches, les jouets, la nourriture, les vêtements, la poussette, tout ça, voilà, je l'ai pas compté et ça coûte très cher. Pour la garde, là aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Certains japonais ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans un hoikuen, une crèche, mais les places en crèche publique sont très prisées. Les japonais limitent beaucoup les places. Ils préfèrent avoir des petits effectifs pour s'occuper au mieux des enfants. C'est cool, mais du coup, il y a un manque cruel de crèches au Japon, et c'est je pense d'une des raisons qui pousse principalement les japonais à ne pas faire d'enfants en fait. Il y a encore quelques années, les mamans gardaient leurs petits pendant 3 ans. À présent, il faut plus faire un choix difficile entre devenir femme au foyer et maman, ou avoir une carrière. Bon ça, j'ai envie de dire, ça change pas de la France pour le coup. Ce qui fait qu'au Japon, beaucoup de mamans japonaises, quand elles apprennent qu'elles vont avoir un enfant, eh bien elles démissionnent tout simplement. De toute façon, à leur retour, le poste sera occupé par quelqu'un de plus jeune et sans obligation familiale. 早かったら多分生後半年とかぐらいからけど多くの場合は2歳とかかな、預ける人は。日本は待機児童っていうのが問題になってるから、2歳から預けたいと思っても、もう先に1歳とか0歳から入ってる子が優先になっちゃうから、みんな早くから預ける。私はまだ預けるかどうか迷ってるから探さなきゃいけないなと思いつつも、そんなに本格的には指導してないけど、結構友達とかだといくつも回って第8希望のところにやっと入れたとか、ちょっと家から遠いけどもうそこしか預けるところがないからとか、私の場合はそこまで会社員とかじゃないから、そんな無理して遠いところに預けるんだったら仕事セーブして自分で面倒見てた方がいいかな。À la maison.
Après une moyenne de 5 jours à la maternité, c'est le retour à la maison. La jeune maman et son bébé restent souvent pendant 1 mois dans la maison des parents de la maman. Et ça, c'est le plus souvent sans le papa. Et ouais, c'est vrai que traditionnellement, le papa il est complètement exclu de la maternité, enfin des premiers jours de l'enfant on va dire. Et bon, ça j'avoue quand même, c'était plus dans les années 90. Aujourd'hui, tous les gens que je connais, c'est pas du tout ça qu'ils font. Mais faut pas non plus oublier que la maman japonaise, dans le ranking de la société nippone, elle est quand même au sommet. C'est vrai que même si le modèle est un peu décadent, le modèle principal c'est celui de la femme au foyer. Et ne vous y trompez pas, celle qui tient les rênes du couple, c'est la femme! Elle décide du montant d'argent de poche du mari, de l'éducation des enfants, et quand elle a encore un peu de temps, elle fait même un baito pour amener un peu de sous à la maison. Et avant de passer à la suite, un petit point sur l'allaitement. Et là, apparemment, que ça soit de la part de Yuriko ou de Léa, c'est vraiment unanime. C'est trop bien au Japon. Il y a des salles d'allaitement mais absolument partout. Léa me disait qu'elle se sentait privilégiée en tant que maman au Japon et que les regards étaient très bienveillants. Là où en France on a eu quelques dramas récemment avec une femme à Disney qui s'est fait encadrer, enfin qui s'est fait entourer par plusieurs agents de sécurité alors qu'elle allaitait son enfant. 最近は日本もミルクがすごい進んでるからミルクでも全然いいんだけど、もし母乳が出てお母さんが母乳が望むんだったら母乳の方がいいですよ。私もだから母乳で育ててるけど、哺乳瓶を消毒したりとかしなくていいから楽は楽。だいたいまあ1歳とかぐらいまでかな。でも私もできたらその社会復帰とかをしていきたいから、本当もうちょっと生後半年ぐらい経ったら少しずつ離乳食も始まってくるから、ミルクに移行して母乳を終わらせたい。日本は昔は結構絶対に母乳みたいな考え方もあったけど、今はもう変わってきてるかも。Point fort, point faible. C'est Léa qui m'a gentiment dressé cette liste et on va commencer par les points forts. En premier, on a le suivi de grossesse tous les mois minimum. Ensuite, le fait que la plupart des sages-femmes soient très formées à l'allaitement et qu'ils soient vraiment favorisées. Après, si t'es pas pour l'allaitement, bah, je peux comprendre qu'elles sont un point négatif. Le service postpartum, donc du coup tout ce qui est lié après l'accouchement, est très encadré. Apparemment, il y a vraiment un suivi psychologique de ce côté-là. Et enfin, on parle de la dépression, tout ça postpartum, c'est pas du tout quelque chose de tabou. Autre point, les mairies, elles sont pleines de ressources. Elles connaissent vraiment plein de choses pour comment faire en sorte que tu élèves le mieux possible ton enfant. Que ce soit avec les cours pour la préparation de l'accouchement ou alors des cours de cuisine avec une diététicienne. Un point qui vient dans le positif, alors bizarrement c'est la péridurale parce que elle, Léa, elle l'a faite et comme elle est pas très forte au Japon, et bien c'est suffisant pour ne pas souffrir mais de quand même sentir ton bébé et donc du coup pour elle c'était un gros point en plus. On y revient encore, mais les salles d'allaitement qu'il y a un peu partout, même des compartiments d'allaitement je devrais dire, et pour finir le fameux badge dont je vous ai parlé au tout début. Et pour les points négatifs maintenant, on a surtout en fait tout ce qui concerne un peu le papa en fait. Déjà le papa est très mis à l'écart et de toute façon même les congés paternité au Japon, ça existe, mais c'est très mal vu de les prendre. Là, c'est vraiment un point qui était pour Léa. Elle trouve qu'il y avait un manque de personnel qui parlait anglais dans les maternités, même les maternités internationales. Attention, que ça soit dans les maternités japonaises, elle peut totalement comprendre, mais même dans les maternités dites internationales, les hôpitaux dites internationaux, bah l'anglais, c'était pas trop ça. Et pour finir, bien sûr, le gros point négatif du Japon, le prix, qui est quand même très élevé. Alors il y a encore plein d'autres points que j'aimerais aborder comme le regard des autres, la législation différente en termes de normes pour les bébés, les traditions, les courses, etc. Mais je vous avoue que le sujet il est juste trop vaste. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait plus j'ai creusé avec Léa ou avec Yuriko, plus je me suis rendu compte du truc, enfin jusqu'où j'en parle, est-ce que je parle de l'éducation des enfants, tout ça. Non, c'est conclusion. Conclusion. Au Japon, malgré tout ce qu'on raconte sur la baisse de la natalité, eh bien le gouvernement, il fait pas grand chose pour enrayer le problème. C'est assez triste de voir qu'ils sont assez fatalistes concernant la diminution de la population et ils se disent juste que voilà, bah c'est une fatalité, la population va diminuer et on va essayer de trouver un nouveau modèle et arrêter de faire plus de personnes qui compensent plus de retraites, qui compensent plus de personnes, vous avez compris le principe. D'un point de vue plus personnel, je vous avoue que je suis très content de voir ma famille s'agrandir, écoutez, voilà, je suis content. Bon après, je vous avoue quand même pour elle, je serais probablement une sorte d'oncle lointain, bizarre, français, mais personnellement, franchement, ça me va. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi à Léa et Yuriko qui m'ont donné énormément d'informations pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.